S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon, là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part, là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, nous avons décidé de regrouper des citoyens et citoyennes du Témiscamingue afin d'échanger sur des sujets clés qui nous touchent en tant que résidents de la région. Alors aujourd'hui, nous allons discuter, essayer de réinventer le Témiscamingue, hein, les garçons, avec un duo d'Alex, un autre duo d'Alex du Témiscamingue. On va parler d'environnement et d'écologie avec Alex Brun et Alexandre Binette. Alex, tu es un amoureux de la nature. Oui. Membre du projet Les Enverdeurs. Projet Les Enverdeurs qui vise à sensibiliser la population là, au niveau de... Au niveau de la qualité de vie, puis aussi un petit peu maintenant, on se dirige vers l'autonomie alimentaire et puis les potagers un petit peu urbains. Très intéressant. Donc, clairement, je vais te surprendre, là, mais je pense que tu viens pas d'ici à la base. Non. Il y a un petit quelque chose qui me dit ça. Là, hein? Donc, tu as décidé de t'en venir ici, tu t'es ancré, et là, tu as la volonté, dans le fond, de contribuer au bien-être du Témiscamingue. Je pense que c'est la base du bien-être. Si on s'implique dans l'endroit où on y est bien, puis ça profite à tout le monde. Les gens aussi sont contents qu'on s'intègre bien. Donc, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est grâce au Témiscamien en premier. Là. Oh, c'est mignon! Donc, tu as des bonnes connaissances en écologie. Ça va être le fun de jaser de ça aujourd'hui. Je suis tombé dedans il y a peut-être, on va dire, dans le sujet, vraiment, il y a 8 ans. Et puis, une fois qu'on commence à gratter, là, c'est tellement énorme ce qui est en train de se passer que c'est un tourbillon de connaissances dans tous les sens. Là, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, c'est un gros sujet. Ouais. Puis c'est l'avenir aussi. Absolument. Alexandre Binette? Oui. Passionné de la région, toi aussi? Oui. OK. Maire de Moffett depuis? Depuis les dernières élections, là, en novembre 2017. Novembre 2017. Oui. Très investi pour ta communauté à Moffett et on peut dire aussi pour tout le Témiscamingue. Tu t'impliques sur différents comités. Tu apportes ton grain de sel dans plein de nouveaux trucs. Et tout récemment, Moffett s'est doté d'un marché public. Oui, un marché public permanent, là, qui est un peu, c'est pas vraiment une notion en fait de un marché public une fois par semaine, quelque chose comme ça. C'est vraiment un endroit qui est la propriété de la municipalité, où est-ce qu'on trouve des produits locaux en permanence. Puis il y a aussi un dépanneur puis une station-service. Donc c'est le concept. Là. OK, donc une espèce de marché général où on peut retrouver des produits locaux. Exactement. Est-ce que vous avez des produits, disons, est-ce que vous avez des livraisons de produits? À date, là, on a 3 producteurs de Moffett et une productrice là, de Fugerville qui livrent leurs produits. Donc, c'est déjà disponible, en fait. C'est déjà commencé, puis ça passe très bien. Les autres sont très contents de venir livrer ça, mais ce n'est pas les mêmes producteurs qu'on trouve au marché public de Ville-Marie. OK, donc c'est vraiment très diversifié. Oui. Génial. Alors, clairement, tu as les mains plongées dans l'achat local et autonomie alimentaire, est-ce qu'on peut y penser un peu aussi? Absolument, absolument. Un des buts principaux de ce projet-là de marché public permanent, c'était vraiment améliorer la qualité de vie des résidents, s'assurer que les gens n'aient pas non plus toujours du transport à faire pour aller chercher la moindre petite chose. Valoriser les produits locaux pour créer là, ce qu'on appelle des circuits courts en alimentation. Oui, et mon Dieu, on a parlé vous en avez parlé probablement. Absolument, ça fait quelques émissions qu'on a. Là, de ça, mais c'est important quelque part quand on a le choix, qu'on est capable de faire quelque chose comme ça, d'investir en fait
le capital public, soit celui d'une municipalité dans un projet comme ça. Mais c'était vraiment ça, en fait, qui est important dans le projet, c'est qu'on veut valoriser les produits locaux, créer ce lien-là qui n'existe pas parce qu'on habite dans un endroit qui est rural. On a accès à des terres agricoles, mais souvent, on ne mange pas les produits, soit qu'on ne mange pas les produits qui viennent d'ici, ou les terres sont inexploitées pour ça, puis en tant que tel. Donc, on essaie de vraiment favoriser, entre autres, cet aspect-là avec le projet marché public. C'est fantastique. Alors aujourd'hui, comme on disait, écologie, environnement, on commence dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Ben oui. Quel est le potentiel du Témiscamingue pour lutter contre les changements climatiques? Moi, je sais que la station agronomique de Notre-Dame-du-Nord a fait des tests pour voir un petit peu s'ils peuvent privilégier des cultures qui vont récupérer le plus de CO2 de l'atmosphère pour le remettre dans les sols par les plantes. Donc je sais qu'il y a des études qui sont faites là-dessus, ou qui vont être faites, mais c'est en démarrage en tout cas. Est-ce que ça a un lien avec l'agriculture biologique? Ou en fait, c'est plus qu'on est en train de se rendre compte que, vu les quantités de CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère, et vu qu'on n'a pas arrêté, même pas diminué de 1%, la seule façon avec laquelle on peut intervenir, ce sera de séquestrer du CO2 dans le sol, de le récupérer de l'atmosphère et de le remettre dans le sol. Par contre, si on fait ça par des moyens qui utilisent du pétrole ou n'importe quelle énergie fossile, on n'a rien réglé comme problème. Donc ce qu'ils sont en train de voir, c'est d'essayer d'implanter des cultures qui vont faire le travail à notre place, qui vont capturer le CO2 puis l'enfouir dans le sol directement. Et ça, on a au Témiscamingue les capacités? Vincent Poirier, le professeur, mais c'est ça, la séquestration du CO2 dans le sol, c'est vraiment adapter des méthodes d'agriculture. Ce n'est pas nécessairement des changements qui coûtent très cher, c'est juste de faire des choix, des fois, de cultivars ou des méthodes qui vont favoriser ça. Donc ça, oui, on a, je pense, un potentiel à ce sens-là. Puis on a aussi la matière grise qui travaille ici, à la station de recherche à Notre-Dame-du-Nord, là-dessus. Évidemment, il y a aussi tout l'aspect aménagement des forêts. Là aussi, il y a beaucoup de séquestration de carbone qui est possible. Je peux penser des fois quand les gens voyagent, achètent des billets d'avion, parfois on peut faire des choses comme, en bon anglais, offsetter du carbone. C'est pas idéal, mais des fois c'est mieux que rien. Sauf que c'est des choses qui pourraient peut-être être faites ici par des organismes, essayer d'offrir des services comme ceux-là. Mais c'est sûr que le potentiel, je ne sais pas si tu vois d'autres choses, toi Alex, là-dessus, sur... c'est sûr que l'avantage du Témiscamingue, c'est comme il n'y a pas eu de développement trop important et puis de surexploitation des terres, il y a encore des terres qui sont de très bonne qualité. Ça, c'est recherché au niveau mondial, là, vu le taux d'érosion des sols et de la perte de nutriments dans les sols. Le Témis, à mon avis, il a une grosse carte à jouer là-dessus. Après, si c'est pour que tout le monde vienne et puis exploite tout, on n'est pas avancé non plus. Ouais. Voilà. Donc, en fait, le changement climatique, il n'y a pas de mot en français. Le seul mot en anglais qui existe, c'est un predicament, c'est-à-dire que c'est un problème qui n'a pas de solution. C'est comme la mort, il n'y a pas de solution à la mort, on va tous mourir, c'est obligé. Le changement climatique, là, où on en est rendu, là, il n'y a plus de solution. On ne reviendra pas en arrière, c'est trop tard. Et même si on arrêtait tout de suite d'émettre dans l'atmosphère, ça prendrait encore 20 à 30 ans avant que les efforts qu'on fait tout de suite maintenant aujourd'hui aient une incidence. Donc les 20-30 prochaines années, elles sont déjà inscrites, c'est sûr et certain, on n'y coupera pas, il y aura un réchauffement climatique. Et c'est pour ça que la séquestration, c'est une méthode qui peut être recherchée. Comme il n'y a pas de solution, donc comme solution... Un ralentissement. Oui, c'est essentiellement ça, la séquestration, c'est qu'on essaie de ralentir ça. Mais tu sais, le Témiscamingue, moi je trouve qu'une des données fondamentales, puis on en parle un peu, mais on est 1 par kilomètre carré. Donc on a beau bouger à peu près comment est-ce qu'on veut, on reste qu'on est 1 par kilomètre carré. Donc on n'a peut-être pas, tu sais, on a de la place vraiment beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde, même si on regarde les MRC qui sont au nord. Au nord de nous, sont peut-être 6, 7, 8 habitants par kilomètre carré. Fait qu'on est vraiment une espèce d'îlot particulier à l'endroit où est-ce qu'on est. Je pense qu'on peut se considérer sur les milliards d'êtres humains sur la planète comme très privilégiés d'avoir accès à toutes ces ressources-là, à tout ce terrain de jeu-là.
Effectivement, le fait qu'on n'a pas connu énormément de croissance économique, bien, ça rend toutes sortes de choses possibles, puis incluant aussi de commencer à faire les bonnes choses maintenant, puis que ça ait un impact quand même réel sur qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, je reviens, l'idée de l'environnement, là, on avait ça comme sujet, le mot environnement, ça veut tout dire. C'est très large. On en respire l'environnement, on en mange, On est l'environnement. on est de l'environnement nous-mêmes, tu sais. Mais c'est quoi? Tu sais, il y a toutes sortes de choses, de types de pollution, tu sais, qui se font où est-ce qu'on nuit à certaines choses plus que d'autres, mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment travailler? C'est ça qui est difficile à choisir. Des fois, il y a toutes sortes d'enjeux environnementaux. Quand on y pense un peu, tu sais, moi, on disait d'entrée de jeu, je pense que les deux, on s'est dit, on n'est pas des environnementalistes. Tu sais, je regarde, j'habite à Moffett. Je suis venu ici en voiture. On a 2 voitures. J'ai un 4 roues, j'ai une chaloupe. Tu sais, j'ai pas un mode de vie qui pourrait être répétable à 8 milliards d'humains. Tu sais, j'ai pas ce mode de vie-là, donc je peux pas aller prêcher puis convaincre les autres de dire, bien, vous devriez faire comme moi. C'est pas vraiment ça. Puis, je crois de toute façon, tu sais, si on veut être très pragmatique, puis notre but, c'est, comme on dit, de ralentir les changements climatiques, séquestrer du carbone, mais c'est quand est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? C'est quand on fait face à un choix. Tu sais, je donne un exemple peut-être très précis. Ma conjointe travaille à Ville-Marie, donc on a beaucoup de voyagements à faire. On avait acheté une voiture, bien, on a regardé, on a fait un peu de recherche, puis on s'est dit, OK, on va acheter une voiture électrique, 100% électrique. Puis on voyage, aller-retour Moffett-Ville-Marie pour à peu près moins de 2 $ d'électricité pour un aller-retour. Peut-être l'hiver, ça monte à 2,5 $, 3 $, mais quand même, on est quand même dans cet enjeu-là. Oui, en ce moment, ça coûte cher, même s'il y a des subventions, mais mensuellement, là, ça me coûte le même prix que d'avoir acheté une Toyota Corolla neuve, puis de faire les paiements et de payer l'essence. Donc, pour le même prix, je me promène dans une voiture électrique qui est beaucoup plus intéressante à conduire. Et en même temps, après peut-être seulement 3 à 6 mois, au niveau de la différence de tonnes de gaz à effet de serre équivalentes, au niveau de la construction de la voiture, ici, on utilise de l'hydroélectricité qui émet faiblement du carbone. Bien, ça s'est rentabilisé assez rapidement. Puis là, ça fait 100 000 km qu'on vient de faire dessus il y a quelques semaines. Puis, bien, essentiellement, ces 100 000 km-là ont émis beaucoup moins de gaz à effet de serre que si j'avais choisi un autre type de voiture et pour le même budget. Fait qu'en quelque part, tu sais, il faut, quand on fait face à un choix, là, je parle d'un choix comme ça personnel, mais quand on regarde la municipalité de Moffett, on se chauffait à l'huile. On chauffait notre édifice municipal, puis la caserne de pompiers à l'huile. Ça nous coûtait entre 30 et 35 000 $ d'huile et d'électricité, mais surtout de l'huile là-dedans, par hiver. Puis c'est de l'argent les gens travaillent, payent leurs taxes, puis ça s'en va à contribuer directement à une économie qui n'apporte pas énormément de choses non plus à la région, au territoire. Fait qu'on a transformé ça, ironiquement, en utilisant la taxe d'accise sur l'essence, qui est un montant que les gens payent quand ils remplissent leur voiture. On a eu une subvention pour se construire une chaufferie au bois. Puis maintenant, pour à peu près entre 8 à 10 000 $ par année, en incluant le salaire de ceux qui l'opèrent, on arrive au même résultat d'une manière qui est beaucoup plus soutenable en termes de gaz à effet de serre, en termes de changement climatique. Fait que quand on a toujours des occasions de faire des choix, puis il faut juste qu'on y réfléchisse puis qu'on fasse confiance, je pense, à la méthode scientifique. Tu sais, il faut faire confiance à la science un peu là-dedans. On a des alternatives qui sont là, qui sont disponibles, puis qui ne sont pas pleines de contraintes, là. Tu sais, moi, parce que souvent, on pense que... on pense qu'il y a plein de contraintes. Bien, quand on veut aller plus vert, bien, automatiquement, on va payer plus. Alors que ce que tu nous dis, c'est complètement le contraire, là. Bien, ça dépend sur quoi aussi? Pardon? Ça dépend sur quoi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ils appellent ça les externalités négatives. J'allais parler des ça, les externalités dans les coûts, oui. C'est en fait quand tu opères une entreprise, tu vas aller prendre des ressources naturelles ou tu vas peut-être aller polluer le cours d'eau du village d'à côté. Ben ça, c'est des externalités négatives, c'est-à-dire que ce que tu fais
provoque des désagréments soit à la nature, soit à des êtres humains. Ça, pour l'instant, C'est dur de mettre un coup. c'est ça, on ne l'évalue pas. Donc, c'est sûr et certain que prendre soin du village d'à côté, de ton entreprise, ou de devoir mettre des filtres sur tes cheminées qui ressortent, je ne sais pas quoi, ce que tu fais, bah oui, ça coûte plus cher. Donc, prendre soin et être plus écologique, c'est clairement quelque chose qui coûte plus cher que de s'en foutre complètement et de tout polluer autour de soi. Et c'est bien pour ça que la Chine est devenue l'usine du monde. C'est que la Chine, elle prend ni soin de sa population, ni soin de son environnement. Tout est pollué en même pas 50 ans. Ils ont réussi à tout polluer. Donc oui, eux, ils sont capables de faire du dumping et de faire des produits moins chers que nous parce qu'eux, ils ne prennent pas soin de leurs travailleurs, ne prennent pas soin de leur population, ne prennent pas soin de l'environnement où les usines sont. Donc, Mais c'est très dur quand même pour un humain, quand tu arrives à l'épicerie, quand tu arrives en quelque part, que tu vas acheter quelque chose, est-ce que tu vas vraiment payer plus cher? T'sais, moi, je pense qu'en ce moment, là, la réponse est probablement non. C'est le prix, c'est vraiment le facteur décisif, majeur pour faire un choix. T'sais, là, je parlais du choix de la voiture électrique. C'est un peu presque contre l'idée de... On se dit une voiture électrique, ça a plein de limitations. Mais moi, dans le contexte qu'on utilise, c'est plus que tu fais de kilomètres avec ta voiture, plus elle est rentable. Tu sais, plus ça vaut la peine d'avoir fait ce choix-là. Puis le prix des choses, tu sais, comme tu dis, Alex, si on internalisait toutes ces externalités-là dans le prix, tu sais, on donne un exemple. Je vais donner un exemple qui, tu sais, c'est pas des vrais chiffres, là, mais on parle, mettons, de Fort McMurray. Tu sais, parce qu'en tant que tel, qu'est-ce qu'une entreprise fait, justement? Elle va payer le moins cher possible, exploiter son entreprise, son procédé. Les externalités, elle les distribue en fait à la population. Parce que tous les rejets, les problématiques issues de procédés d'extraction de toutes sortes, bien, c'est des pertes qui sont distribuées à la population. C'est l'ensemble des gens qui vont payer pour que l'entreprise, elle, fasse un profit. Mais si on avait à internaliser tous ces coûts-là, si on arrivait à le mesurer comme il faut, puis c'est ça le problème, on n'est pas capable de mesurer comme il faut c'est quoi le coût réel des choses, mais si on arrivait à internaliser le coût d'un baril de pétrole issu de Fort McMurray, probablement qu'on aurait fait la même chose qu'on a fait depuis très longtemps avec ce pétrole-là, on l'aurait laissé en dessous de la terre en disant « c'est pas rentable ». En ce moment, c'est rentable parce qu'on décide de juste regarder la moitié des choses. Puis l'autre moitié ou le deux... Et que c'est subventionné aussi. Et que c'est subventionné. Mais tu sais, si on comptait le coût de l'autoroute, des hôpitaux, des écoles, de construire tout ce qu'il faut pour exploiter ces entreprises-là, probablement que le prix du baril serait à 200$ le baril, puis on ne le ferait pas. Tu sais, il y a des concepts comme ça qui sont beaucoup plus intéressants que la rentabilité économique. Par exemple, sur le pétrole, l'extraction du pétrole, c'est la rentabilité énergétique. Tu sais, au Moyen-Orient, là, dans les premiers puits de pétrole qui ont été faits, c'est des rentabilités énergétiques de 100 pour 1. Tu fais un trou dans le sol, le pétrole jaillit, puis tu mets un baril de pétrole d'énergie pour en sortir 100. Tandis que les sables bitumineux, tu mets un baril équivalent de pétrole pour en sortir 2, 3. Tu sais, donc ça donne une idée qui n'a aucun rapport avec l'économie puis le prix des choses, mais ça nous dit peut-être que ça ne fait pas de sens de faire des choses comme ça. Mais tu sais, ça, c'est le constater. Tu sais, constater, c'est facile de constater toutes sortes de choses bizarres comme ça, mais comment est-ce qu'on peut changer les façons de faire? Parce qu'un coup, c'est su, ça. Ça, il faut être pragmatique, dans le sens que il faut être pragmatique, parce que si on dit ça, là, puis on dit « Ah, bien, ça ne vaut pas la peine », puis on voit ça comme on lance une roche à l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière, elle peut en prendre beaucoup de roches là, avant de changer cette façon de faire. On peut chialer, on a tous une voiture et on utilise tous du plastique et on est bien content parce qu'on a été élevé là-dedans. Mais le truc, ce que tu dis du TRE, là, le taux de retour énergétique, moi j'aime bien l'image du pommier. Tu sais, tu vas chercher les pommes les plus faciles à attraper, tu ne vas pas aller chercher celles tout en haut. Mais là, le pétrole, on a pris le pétrole le plus facile. Maintenant, c'est les pommes d'en haut qu'il faut aller chercher. C'est pour ça que le sable bitumineux, c'est plus rentable. C'est parce que c'est compliqué à aller le chercher. Et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie... aussi. Combien d'énergie tu mets avant de sortir ton premier baril de pétrole? Ils se sont cassés la gueule, ceux qui ont essayé d'aller prendre le pétrole en Arctique ou quoi, parce que c'est tellement compliqué, ça gèle, il fait froid, personne ne va aller travailler. Donc en fait, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, elle a avoué
que le pic pétrolier conventionnel, il est passé en 2008. Donc 10 ans plus tard, elle a avoué enfin. Donc on sait qu'on aura de moins en moins de pétrole, ça c'est clair et net. C'est déjà acté. Et le non conventionnel, ils sont en train de parler de septembre 2018, ils ne sont pas sûrs encore. Donc on va vers un monde où on en aura de moins en moins. Le conventionnel puis le non conventionnel? Le conventionnel, c'est le pétrole facile qui est à l'état liquide Les et pommes qui du sort. Ouais. Les pommes faciles. J'adorais ça. Le non conventionnel, c'est les sables bitumineux. Donc c'est du pétrole mélangé à la terre qu'il faut sortir, filtrer. Il y avait je ne sais pas si, je pense que je l'avais déjà parlé. Il y a une image que j'aime bien dans le manuel de Rob Hopkins là, sur les villes en transition, qui explique un peu comment les sables bitumineux, il le perçoit par une manière anglaise, c'est-à-dire par le pub, par la bière. Il dit, avant, on était là, on était dans un pub, puis on tirait la tirette de bière, on avait de la bière. Donc là, pendant 30 ans, on en a bu, on en a bu, on en a bu. Au bout d'un moment, c'était vide. Et là, on s'est dit, attends, au nombre de bières qu'on a renversées, on en a plein de la bière dans les tapis. Ouais. Donc on va prendre les tapis, on va inventer un procédé, on va sortir, on va les tordre et on va sortir de la bière de mauvaise qualité. Mais on est tellement alcoolique, on a tellement bu en 20 ans de bière qu'on est capable de la prendre celle-là. Les sables bitumineux, c'est la même chose. On va chercher la scrap, vraiment le truc le plus sale, comme il l'a dit le Premier ministre et qui s'est fait rabrouer après. Mais c'est vraiment du pétrole qui est en plus tellement compact, tellement mélasseux qu'il ne peut même pas servir à tous les usages qu'on utilise avec le pétrole conventionnel, liquide, normal. Et les Américains, pareil, le pétrole de Rochemer, c'est la même chose. C'est du pétrole très compliqué à aller chercher, très cher, et ils sont en train de faire faillite parce que de toute façon, sans subvention, ça ne marche pas. Le prix est trop haut pour que les gens puissent l'utiliser comme on l'utilise. Mais si on revient à plus petite échelle, parce que là, c'est sûr, il y a tout ça, et ça se passe un peu partout, mais bon, les gens sont un peu quand même individualistes, on va se dire. On entend tout ça, on entend parler, on voit passer des images épouvantables sur les réseaux sociaux. On vous entend parler de tout ça, puis on trouve ça bien épouvantable, bien effrayant. Est-ce que... et là, on se dit surtout, on est 15 000 au Thémis. Quand même bien que moi, je fais ça. Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que ça va faire une différence? Alors là, si on se positionne en tant que Témiscamingue, en tant que région, est-ce qu'on a vraiment la capacité de faire une différence? Si oui, à quelle échelle? Et comment on peut s'y prendre? Moi, je pense que c'est dans la tête déjà. Il faut être pragmatique parce que, tu sais, on peut pas dire voici notre économie, comment est-ce qu'elle fonctionne, puis voici celle qu'il faudrait qu'on ait, fait qu'on va détruire celle-là, puis maintenant, après ça, on embarque dans l'autre type d'économie. On peut pas faire ça. On est habitué. Notre imaginaire a été colonisé par des années et des années de façon de faire. C'est pour ça que je dis que c'est dans la tête. Mais il reste que oui, c'est dans la tête. Mais comment est-ce qu'on fait pour changer d'un modèle à un autre? Moi, je pense on va changer de toute façon, éventuellement, qu'on le veuille ou non. Mais si on veut rendre les choses plus agréables, quand on a des choix à faire, il faut faire les bons choix. Moi, je pense que c'est comme ça. Je donnais des exemples tantôt de la voiture ou de la municipalité qui fait tel choix. Ça aura un impact éventuel, futur. Puis, tu sais, ce qu'il faut arriver, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose semblable à ce qu'on fait, mais en enlevant le carbone? Tu sais, on essaie de décarboner l'économie. On ne pourra pas enlever le carbone partout. Il y a des choses qu'il va falloir aussi, je pense, changer des habitudes, essayer de commencer à vouloir manger d'autres choses, tu sais, changer nos goûts, essayer des nouvelles affaires, essayer d'avoir peut-être moins de choses aussi, parce qu'on on achète vraiment énormément beaucoup de choses. Puis c'est facile d'acheter des... Tu sais, on achète des choses, des bébelles qui cassent vite. En fait, ça ressemble à ça. On achète presque des images de choses qui ne sont même pas réelles, parce qu'en tant que tel, tu te dis, ça va me servir à un usage, mais ça ne sert même pas à ça. Ça a la couleur de ça, ça a la forme générale de ça. Le marteau du Dolorama, que tu l'utilises une fois, puis que... Oui, en tout cas, c'est un exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on fait après? On le jette. Ouais. Mais, tu sais, faut dire qu'on a, je pense, une économie qui est construite sur le fait que le pétrole coûte pas cher. Parce que le pétrole, même s'il était... Tu
sais, des fois, il a déjà été plus cher que ce qui est maintenant. Là, l'économie va pas très bien. C'est pour ça qu'on est bloqué. La demande diminue. C'est pour ça qu'il ne peut pas augmenter le prix du exactement, pétrole. la demande diminue. Fait que là, le prix baisse. Mais il a déjà été à 1,50 $. Puis Absolument. moi, j'avais une voiture à essence. Puis j'aimais pas ça, mettre du pétrole à ce prix-là pour faire le... Puis il y en a qui chialaient. Puis je dis, regarde, pense-y un peu. Est-ce que tu serais prête à sortir de ta voiture, la mettre sur une autre, puis la pousser sur 1 km? Tu vas voir qu'une pièce et demie du litre, c'est pas cher payé. On a comme une armée. C'est comme si on avait chacun une armée qui travaillait pour nous. Quand je parle du pétrole, parce que c'est énormément d'énergie, il y a une densité énergétique qu'on ne retrouve pas facilement ailleurs. Au Fait que Témiscamingue, on se priver de ce pétrole-là, Mais on veut ça, pas. on peut pas. On est peut- sur un territoire beaucoup trop large. Mais on peut. déjà, avant Je pense qu'on peut pas. avant de couper drastiquement les trucs, on peut déjà partager. Ouais. Parce que, en fait, la plus simple des façons de décroître, parce que c'est ça qu'on parle, on va devoir décroître notre emprise sur la nature, donc ce qu'on récupère de la nature pour que la société fonctionne. Déjà, la plus simple des façons de faire, avant de vouloir changer voiture à essence, voiture électrique, peut-être c'est qu'au lieu d'avoir 2 voitures, on n'en a plus qu'une. Ouais. La meilleure voiture, c'est Après, celle que t'as pas. on est dans une réalité La deuxième, c'est témiscamienne. celle d'un autre. C'est ça. Donc peut-être que Covoiturage et un autres. truc super simple. Les enfants, ils vont à l'école avec le bus scolaire qui les ramasse partout. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer les travailleurs dedans et que les travailleurs, ils vont au travail avec le bus scolaire? Tu vois, c'est une solution qui est déjà là. C'est juste que tu remplaces une voiture par ménage par un transport en commun qui existe déjà. Donc déjà, on pourrait commencer par utiliser ce qu'on a déjà. Par contre, Mais ça c'est là- rentre en c'est là conflit que- avec la société de consommation qui nous pousse à tous avoir individuellement sa tondeuse, alors qu'on pourrait avoir une tondeuse pour 4 voisins et se la prêter. Tu vois, déjà, ça, ce serait une voie de Mais solution. Culturellement, on n'est pas là. C'est pour ça que je dis que c'est dans la tête. Mais ça reste dans la tête, mais c'est présent puis c'est réel quand même. Donc, tu sais, c'est... Parce que quand tu regardes d'un point de vue qui est purement mécanique, purement physique des choses, il y a toutes sortes de choses bizarres qu'on fait. Comme on dit, on prend... peut-être encore plus en ville, où est-ce que tout le monde est dans un embouteillage avec sa voiture. Tu sais, tu dis, pourquoi est-ce que tout le monde déplacerait un tas de ferraille pour aller au même endroit? Tu sais, ici, on est, comme je disais, c'est complexe parce qu'on est 1 par kilomètre carré. Quelle Ouais, c'est espèce ça. de système qu'on peut mettre en place? Le seul avantage qu'on a, moi, je pense, si on parle de transport en commun, c'est que les axes routiers principaux, on n'en a pas tant que ça non plus. Ce qui fait que moi, tu sais, là, je parle d'un point de vue purement physique, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais tu sais, si je faisais du pouce, on en a déjà fait souvent. Ah oui, ah oui. Mais sans planifier rien, je pourrais sortir devant chez moi. Moi, je suis à 2 km du village de Moffett, sur le Grand Chemin, mais je pourrais sortir devant chez moi. Si mon but, c'est de venir à Ville-Marie, probablement qu'en l'espace de 10 minutes, il y a quelqu'un qui passe qui s'en va à Ville-Marie. Tu sais? Donc, il y a déjà un tas de ferraille qui se déplace dans la direction que je m'en vais. Si moi, je pouvais entrer dedans, parce qu'il y a encore 3, 4, 5 places dedans, bien, ça pourrait peut-être régler quelque chose. Mais culturellement, on n'est pas là. Puis On veut peut-être venir qu'un alors qu'on jour, veut, puis- technologiquement, on pourrait s'y rendre. Tu sais, moi, je me dis, si technologiquement, on sait... Tu sais, des fois, je faisais même une blague. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un transport en commun au Témiscamingue? Je me suis dit, on va commencer par construire des abribus. Tu mets un abribus dans chaque village. Ben Puis absolument. là, il y a des gens qui vont dans l'abribus, puis ces gens-là vont être ramassés par d'autres, puis éventuellement, il va y avoir un système de transport en commun qui va être mis en place. Mais les bonnes initiatives, souvent en technologie, moi, ce que je fais dans la vie, à part être maire de Moffett, je fais du logiciel. Puis on comprend assez rapidement quand on programme et qu'on conçoit des logiciels qu'il ne faut pas trop réfléchir à un grand système qui va fonctionner comme ça et comme ça, parce que tu vas mettre beaucoup d'énergie, tu vas définir un système, puis ça ne marchera pas. Fait que tu es mieux de commencer avec quelque chose là, puis après ça, de construire là-dessus. Mais toujours avec une idée de dire, est-ce qu'on peut baisser ou limiter, par exemple, le carbone, le CO2, les gaz à effet de serre? Moi, je pense que c'est quelque chose sur quoi qu'on a de l'emprise, cette partie-là, parce qu'il y a toutes sortes de... Vas-y. 70% de la pollution, elle est faite par les grandes entreprises comme les alumineries, les cimenteries, les multinationales. Tu sais, il y a une vidéo sur YouTube, ça s'appelle « Arrêter les douches courtes ».
Parce qu'il y a très longtemps, on nous disait prenez des plus petites douches et vous allez moins consommer. Ça, c'était peut-être vrai il y a 50 ans. Là. Mais là, c'est trop tard parce que depuis 50 ans, on n'a rien fait. Puis, les petits pas, c'est trop tard. Exactement. Puis ça, c'est une chose, encore là, mentalement, qui est dangereuse un peu parce qu'on se dit, tu sais, la phrase « chaque petit geste compte », la réponse, c'est non. Si tu as fait des gros gestes avant, puis les gens ont fait des gros gestes, oui, les petits gestes, si tout le monde les fait, vont finir par compter. Mais quand on regarde d'un point de vue gaz à effet de serre, on en émet, au Québec, on est chanceux, on a l'hydroélectricité. Donc, on n'est pas en train de brûler des combustibles fossiles pour se faire de l'éclairage, puis d'autres choses comme ça. Mais ici, c'est essentiellement l'alimentation et le transport. Je ne sais pas si... mais en tout cas, je sais que c'est deux choses importantes de ce que nous, on fait à tous les jours. On se transporte puis on mange. Fait que si on a des choix à faire, faisons des choix qui touchent à ça. T'sais, parce que si quelqu'un là s'en va avec son je sais pas, on va dire un gros SUV, aller faire une épicerie, il a beau emmener son sac réutilisable. S'il laisse rouler son véhicule pour qu'il reste frais pendant 10 minutes pendant qu'il est à l'épicerie, il pourrait se dire « Ah, j'ai emmené mon sac réutilisable, donc j'ai fait une bonne chose. » Puis le cerveau aime ça, on arrête là. T'sais, ça, c'est quasiment c'est peut-être un peu là-dessus que les petits gestes peuvent être même... Ah, mais là, Mais tu disais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais... Moi, je pense déjà de prendre conscience de l'ampleur du problème. Ça va faire que de tous les jours, on va peut-être prendre conscience et faire les choses en conscience. Donc, tu vois, quand tu vas avoir un choix, comme tu disais, si tu commences à le réfléchir sous l'angle du changement climatique ou de la pollution ou quoi, peut-être que tu vas, de par toi-même, réfléchir aux solutions parce que c'est un petit peu le problème. Tu nous demandes des solutions, mais les solutions, elles sont vraiment locales. C'est chaque communauté, chaque entreprise, chaque ménage qui va avoir sa propre réalité parce que la réalité du Témis, c'est pas la réalité de Montréal, c'est pas la réalité de l'Australie, c'est pas la réalité. Donc, tu vois, il faut qu'on ait tous Est-ce qu'on croit que le Témiscamingue fait sa part suffisamment? Mais je pense que personne ne fait sa part, en fait. Moi, je pense qu'on est semblable à d'autres. Je pense pas qu'on est particulier, qu'on fait des choses... Le Québec a l'hydroélectricité, donc ça, c'est le meilleur avantage. Le Québec est dans le pays qui a le plus d'eau potable au monde, donc ça, c'est un avantage. Mais parce qu'on fait, tu sais, au Témiscamingue, on fait du compost depuis quand même plus longtemps que les autres. Bon, pour ceux qui le font... Mais tu peux faire du compost dans le fond de ton jardin, c'est encore plus simple. Tout à fait, sauf que là, il y a eu une espèce de... une ouverture à la réalité. Là. Quand ils ont parlé de ça, ils ont essayé d'éduquer les gens. Je crois que pour certaines personnes, ça a fonctionné. Moi, la première, que je faisais aucun compost, puis maintenant, je trouve ça très intelligent. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu comme innovateur au niveau de... On a été forcé. On a été forcé à l'innovation à cause d'une loi, justement, qui a mis en place des lieux d'enfouissement technique. On ne pouvait plus faire des dépôts en tranchées partout. Puis nous, on ne s'est pas fait de lieu d'enfouissement technique au Témiscamingue, on a utilisé celui de Rouyn-Noranda. Donc, essentiellement, le compost, c'est de l'eau. Fait qu'on n'a pas envie de déplacer, de l'eau de Kipawa, de Témiscamingue, jusqu'à Rouyn-Noranda. Pour l'enfouir. Donc là, on est comme un peu forcé à l'innovation. Donc, c'est pas parce que... moi, j'ai l'impression qu'on s'est basé sur la même chose qu'on se base, comme on dit depuis le début, c'est le coût. Le coût des LET nous a forcés à innover. Après ça, on peut bien dire qu'on est vert, mais qu'est-ce qui nous a vraiment fait bouger? C'est l'argent. Je crois que c'est l'argent. C'est parce que ça nous coûtait beaucoup trop cher de déplacer de l'eau pour aller l'enfouir dans un trou plus loin. Faut pas c'est la réalité. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'adore les images. J'adore les choses simples parce que des fois, tu utilises des concepts, c'est compliqué, mais dit comme ça, c'est très clair. Mais quand on fait des lois, tu fais une loi pour un phénomène en général, parce que oui, effectivement, les dépôts en tranchées, c'était pas une bonne chose. Peut-être qu'à 1 habitant par kilomètre carré, c'était pas si pire. C'est probablement la méthode la plus écologique de gérer nos déchets. Mais là, la loi, elle est mur à mur. Donc, on s'adapte, on fait des choses dans ce sens-là. Mais moi, je reviens un peu à la question, puis je ne sais pas si c'est exactement ça ta question ou si je veux la déformer, mais qu'est-ce qu'on peut faire, au Témiscamingue? Il y a beaucoup de gens, quand tu dis constater, c'est une étape, mais une fois qu'on constate, on peut soit devenir un peu dépressif, puis dire, voilà, il n'y a plus rien à faire,
Ou, Surtout pas, ouais. tu sais, ou il y en a beaucoup qui le sont devenus des Absolument. grands penseurs, Absolument. qui en bout de ouais. ligne le sont devenus, puis c'est triste. Mais comme je dis, nous, peut-être ici, on a encore le luxe de transformer notre territoire. Puis, un Il ne habitant faut pas par rester sur le kilomètre constat, il carré, faut être dans l'action. Et c'est Ben, l'action exact. qui te redonne foi en l'avenir et envie de changer les choses. Puis Et je c'est disais- ici qu'on peut le faire, comme mais tu dis. ici, c'est que c'est facile, dans le sens que quand je disais tantôt, on lance une roche à une compagnie pétrolière, eux autres, le mur est énorme. Tu sais, et tu peux leur relancer beaucoup de roches tant que tu n'es pas 50 de la population qui lance des roches, puis que tu fais une révolution, tu ne changeras pas vraiment les choses. Moi, je crois que la meilleure façon de changer les choses, puis qu'est-ce qui est facile au Témiscamingue, c'est que politiquement, tout est ouvert. Dans le sens qu'à la place de lancer une roche sur quelque chose, il y a une porte dans le mur, elle est débarrée. Puis il y a des gens qui disent « Hey, il n'y a personne sur nos conseils d'administration, il n'y a personne sur nos conseils municipaux. Tu sais, juste je donne un exemple, à Ville-Marie, le maire et l'ensemble des conseillers ont été élus par acclamation. Donc, il y a, puis c'est des cas, il y a beaucoup d'élections par acclamation au Témiscamingue. Donc, quelqu'un qui veut s'impliquer puis avoir le luxe de changer quelque chose, c'est énormément facile. Il y a la place. La place, elle est là pour les jeunes. Pour les jeunes, la place, elle est là. Tu sais, on t'invite, les gens veulent même se faire influencer par tes idées. Puis une fois que tu es là, que tu as passé le mur, le changement, là, ça peut être comme aussi simple qu'un crayon dans l'engrenage. Puis après ça, on fait d'autres choses. Mais est-ce que les gens, parce que ça prend quand même un certain courage pour monter vers justement des conseils comme ça qui siègent depuis longtemps avec souvent une manière de penser qui est un peu ancrée dans la vie. Là. Fait que là, tu arrives là avec toi, tes nouvelles idées. Ça prend un certain Oui, guts, mais je pense que oui, mais c'est beaucoup plus facile ici qu'ailleurs parce qu'il n'y a pas une couche de charlatans qui veulent juste être là pour être là puis qui ne veulent pas nécessairement apporter du vrai changement. Ici, quelqu'un qui veut apporter le vrai changement, c'est peut-être le nom d'un parti politique à Montréal, ça me semble, mais je ne sais plus. Mais c'est beaucoup plus dur. Mettons que tu veux rentrer sur un conseil de ville à Montréal pour changer quelque chose. Bien, c'est très compliqué. Tandis qu'ici, tu peux rentrer sur le conseil municipal, puis après ça, tu proposes quelque chose, tu convaincs 3 autres personnes, puis c'est exécutoire. On le fait. Il n'y a rien de plus direct et facile que de faire ça, que d'emmener des idées, puis de réaliser des choses. Moi, je pense que là-dessus, pour les jeunes, on n'a pas raison ici de peut-être être dépressif par rapport à l'état des choses, parce que même qu'on va être jugé par les générations à venir sur ce qu'on décide de faire maintenant. Nous, si on s'est dit, en tant que tel, on avait le goût de rien faire. On avait le goût de rien faire, puis on s'est dit, c'est trop compliqué, c'est perdu d'avance. On sera jugé. Il y a énormément de gens Mais qui pensent comme ça. tu vois, tu disais ça prend du courage et tout, mais faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Parce que ça te donne la légitimité, comme il dit, d'aller dans les conseils et d'exposer ton point. Parce que de toute manière, quand tu disais tout à l'heure, on regarde l'actualité, l'actualité, elle donne raison à ceux qui sont inquiets. Donc quand on parlait du pic pétrolier et de tout ça, c'est juste en fait pour dire que maintenant, on va avoir de moins en moins de ressources. Donc utilisons-les intelligemment pour prévoir plus tard et puis pour faire des choses intelligentes. Parce que plus tard, on n'en aura plus du pétrole, on en aura moins et on n'aura peut-être pas une autre énergie facile et abondante. Donc, peut-être qu'il serait temps d'utiliser le pétrole qu'on a encore là pour, au lieu de tondre les pelouses, faire des potagers dans les pelouses. C'est plus productif. Au lieu de planter des arbres qui sont juste beaux, on va peut-être planter des arbres qui donnent en même temps des fruits. Donc, ils seront beaux et en plus, ils donneront des fruits. Puis, souvent, là, on dit, quand on parle de décroissance ou quoi, là, tout le monde dit « vous voulez retourner à l'âge de pierre ». Juste, moins 30% de PIB, ça nous fait revenir dans les années 93. Un moins 50 de PIB, ça nous fait revenir en 1977. Les gens, ils n'étaient pas pauvres et ils n'étaient pas dépressifs en 1977, ils étaient heureux. Une consommation d'énergie de moins 50%, on revient dans les années 70, et de moins 80%, on revient dans les années 50. Les gens, ils étaient heureux dans ces années-là. C'est juste qu'on a outrepassé toutes les limites. Là, on en paye le prix, on va en payer le prix. Donc maintenant, on va devoir redescendre sous les limites.
Et on va être heureux parce qu'on va faire autrement. Et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc comme tu dis, aller coloniser les endroits de décision pour qu'on anticipe ce qui va arriver et qu'on change. Hijacker. C'est comme un avion, mais le pilote n'a pas vraiment le goût d'être là. Il n'y en a plus tant que ça, puis là, la porte est ouverte. Fait que vas-y, puis amène-le où est-ce que tu veux. Mais il y a ça ici. C'est un phénomène qui, je pense, qui est réel. On le voit au niveau entre autres, des élections municipales, mais aussi les conseils d'administration d'organismes. Il y a toutes sortes de choses à faire, tu sais. Puis, si on garde quelques balises, puis on se dit, ben nous, ce qu'on veut emmener, c'est dur de travailler sur tout en même temps. Ah, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, en tant que maire d'une petite municipalité qui est statistiquement la plus dévitalisée d'Abitibi-Témiscamingue, on a tendance, on dirait, à avoir des fois une nostalgie d'une époque passée qui ne reviendra pas. Puis, ça nous empêche d'aller de l'avant. C'est comme si tu veux faire un projet, ah ouais, mais on n'a peut-être pas besoin, on a-tu besoin vraiment de ça? Est-ce qu'on se comporte en fait comme si notre municipalité allait prendre sa retraite? T'sais, on dit on va se faire un petit coup d'argent, mais on ne prend pas notre retraite. T'sais, c'est un bel outil, une municipalité, pour faire des projets collectifs, parce que les solutions à nos problèmes sont souvent pas individuelles. Ah non, ça c'est sont sûr. souvent collectives. Tu vas mettre 1/10 de l'argent dans une solution collective, puis tu vas régler beaucoup plus de choses que si chacun voulait changer son mode de vie, parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut individuellement changer. Donc, vraiment, tu sais, il y a quelque chose à faire. Il faut garder justement des orientations sur comment est-ce qu'on peut enlever le carbone dans nos procédés, dans nos façons de faire. Puis quand on a l'occasion de faire des choix dans des domaines qui touchent à ça, qui ont un gros impact là-dessus, bien, il faut juste faire le bon choix. Puis si c'est pas possible, bien, t'attends, t'essaies d'attendre le plus possible avant d'être capable de faire un bon choix, mais c'est comme on disait, partager des choses. Tu sais, on va y revenir obligatoirement. Il y a une partie des choses qu'on peut changer technologiquement, mais il y a aussi une partie des choses qu'on doit changer au niveau de notre imaginaire, au niveau de notre culture, au niveau de qu'est-ce qu'on accepte de faire. Tu sais, l'exemple que je disais tantôt, je sortais de chez moi, là, au Pérou, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur voiture personnelle au Pérou, mais tu vas aller d'un endroit, un point A à un point B, tu as un autobus qui part dans 1 heure. Tu n'as pas à te poser non plus la question. Tu sais, il y a un autobus qui part dans 1 heure, puis au pire, il y a un petit collectivo qui te ramasse ici, qui t'emmène à l'autre village voisin, t'embarques dans un autobus 15 minutes après, puis tu t'en vas. Puis ça t'a presque rien coûté. Les autobus, oui, sont pleins. Tu es assis à côté de quelqu'un. Peut-être que c'est désagréable, en partie, là, ces temps-ci, c'est encore un petit peu plus désagréable dans le contexte. Mais inévitablement, tu sais, c'est ça. Moi, je reste quand même confiant qu'on est capable. Oui, on va avoir un changement de système à cause de ce que tu parles, Alex, là, le pic pétrolier des combustibles fossiles non conventionnels qui est peut-être déjà arrivé. Mais on le saura qu'après. On le saura qu'après. Le pic pétrolier, là, c'est juste pour expliquer vite fait, là, mais c'est qu'on découvre moins. Tu sais, le pétrole conventionnel, à partir de 2008, on en découvre moins que ce qu'on en consomme. C'est ça. Ouais. Donc, c'est comme une cloche. Puis là, une année, on sera en haut de la cloche. Puis là, la cloche a descendu, mais on est parti dans les non conventionnels en même temps. Fait que ça n'a pas trop paru. Mais ces non conventionnels-là sont très chers, sont compliqués, très polluants. Ils ont toutes sortes d'autres choses qu'on n'aime pas. Mais c'est ça. Donc, la transition va se faire d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'elle va être chaotique ou elle va être conviviale? Anticipée. C'est ça. T'sais, parce qu'on ne se battra pas contre les lois de la physique. La physique, elle est là. La science, elle est solide. Des fois, on n'a pas le goût de l'entendre, la science. T'sais, on dirait qu'on aime ça, l'entendre. Quand tu prends l'avion, tu te fies à ce qu'il y a des scientifiques qui ont développé un modèle d'un engin qui vole, on y fait confiance, que l'avion ne s'écrasera pas. Mais quand des scientifiques nous disent que la planète se réchauffe, on dirait que s'il y en a un qui nous dit « Ah non, finalement, elle ne se réchauffe pas » ou « C'est pas la faute des humains », aussi, hein, ça a l'air. lequel qu'on a le goût d'écouter? Bien, c'est clair, celui qui fait notre affaire. On écoute celui qui fait notre affaire, puis plus qu'on met d'énergie à commencer à croire à quelque chose, plus dur ça va être de changer d'idée parce qu'on s'y est investi. C'est-tu la dissonance cognitive? Messieurs, on va, pour clôturer tout ça, dans le fond, Déjà? notre souhait pour le Témiscamingue, ce qu'on a compris, dans le fond, on fait des choix
qui On prend réduisent nos conscience émissions. et en prenant conscience, on va comprendre l'étendue du problème et on va avoir peur, là, c'est sûr, c'est tellement un sujet énorme. Mais après, on va se dire, bon, on se retrousse les manches, comme il dit, et on essaye de changer les choses. On s'implique, on se questionne, on se renseigne, on se documente, puis on se rassemble. Parce qu'on n'arrivera à rien tout seul, ça c'est sûr et certain. C'est merveilleux tout ça. Puis je pense qu'au Témiscamingue, on peut dire qu'on est des gens qui sont rassembleurs. C'est des gens le qui meilleur se tiennent. endroit pour ça. Alors voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup, Alex Brun, Alexandre Binette. Ça a été un plaisir de discuter tout ça avec vous. Je pense qu'on en aurait eu pour encore Oui, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était un pas parlé. bon... hein. ça va prendre une bière, ça après, c'est clair. Ouais. Alors, et pour vous, ben, vous pouvez sur la page Facebook de TV Témis aller réagir à ce qui vient d'être dit ici. Quelles sont vos solutions à vous pour réduire l'empreinte écologique au Témiscamingue? Qu'est-ce que vous faites? Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.